On commence, chers membres, auteurs et lecteurs de notre plateforme Analyse. Bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien en ces moments difficiles, ces moments de confinement et de pandémie. Et vous souhaite la bienvenue dans cette série de débats publics que nous avons décidé de lancer. Il a fallu, bien évidemment, un petit virus, pour que la majorité écrasante des gouvernements mettent leur population en confinement et déclarent l'état d'alerte un peu partout dans le monde. Et à l'instar de tous les pays du monde, le Maroc a déclaré le 20 mars dernier un état d'urgence sanitaire accompagné d'une cascade de mesures aussi bien sanitaires que sécuritaires, dont le but de faire barrage à l'expansion et à la propagation du virus. Aujourd'hui, nous faisons face à non seulement un problème viral, un problème sanitaire, mais aussi à un problème social et à un problème économique. L'efficacité des mesures prises par le Maroc ne fait pas l'objet de controverses, mais par contre, comme toute gestion, la gestion de la crise est non seulement infaillible, mais elle est très compliquée. Il est important d'interroger la gestion de la crise issue du Covid-19 sur un certain nombre de plans, notamment sur le plan de la communication. Quand on parle de gestion de crise, la communication est l'un des aspects les plus importants. Et comme toute gestion de crise, elle est même complexe. Donc, il est important aujourd'hui d'interroger cette gestion, de faire un premier bilan d'étape qui a pour objectif principal d'attirer d'abord l'attention sur les dysfonctionnements de cette gestion et d'apporter quelques propositions et quelques actions d'amélioration à mener dans l'immédiat. La population a besoin de comprendre pourquoi il est confiné et combien de temps il va rester et quelle est la gravité de la situation et comment est-ce qu'on peut voir le bout, et elle a besoin de voir le bout du tunnel. Donc il est important d'interroger cet aspect-là, la gestion de la communication, comme il est important, à mon avis, de se poser la question, quel est aujourd'hui l'impact de cette crise sur le plan économique? Est-ce que les mesures prises sont de nature et sont à même d'atténuer l'effet de la crise et de protéger l'économie nationale contre une éventuelle déconfiture, parce que l'heure est vraiment grave et la crise est vraiment méchante. Et puis sur le plan de notre système d'éducation qui a connu une transformation radicale, mais complètement radicale et inattendue, dans la mesure où, du jour au lendemain, les écoles ont été fermées et on est passé à un mode d'enseignement auquel on n'a jamais été ni initié ni habitué. Donc, il est important de jeter un peu de lumière sur ces trois aspects à travers deux cofondateurs de notre plateforme analyse.ma. Il s'agit d'abord de C. Mohamed Arossi, qui n'a pas besoin d'être présenté. Il est l'un des spécialistes largement connus et reconnus en matière de communication, aussi bien la communication corporate que la communication institutionnelle et stratégique. Il est aussi auteur et un acteur culturel
de premier rang dans notre pays. Et puis, nous avons avec nous notre cofondateur aussi, collègue et ami Hassan Shraibi, qui est prof universitaire et prof des sciences de gestion, des sciences économiques et de gestion, et il est aussi l'un des experts les plus confirmés dans ce pays en matière des problématiques des ressources humaines et des problématiques de transformation et du social. Donc, sans plus tarder, je donne d'abord la parole à Mohamed Larossi pour nous faire un petit, pour rappeler notre expression, un petit bilan d'étape sur la gestion de la communication. Comment peut-on évaluer la façon avec laquelle le gouvernement et plus particulièrement la cellule de crise économique ont-ils géré la communication jusque-là? Es-tu satisfait de la façon avec laquelle on a assuré cette communication? Est-ce qu'il y a une communication déjà qui a été faite? Est-ce qu'on n'est pas au contraire dans la non-communication? Bonsoir, bonsoir. Et pour commencer, avant de répondre à ta question, déjà, pour moi, on devrait saluer cette initiative d'analyse, de cette première rencontre qu'on appelle virtuelle, alors qu'en fait virtuelle, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Or, elle existe. On est là, on se voit à l'écran, on se parle, et on va s'échanger nos avis réciproques sur effectivement un événement inédit. Peut-être qu'on allait mourir sans le vivre, et là, nous sommes en train de le vivre sans mourir, et c'est déjà pour moi une grande victoire sur ce virus. Déjà, parler de bilan d'étape alors que nous sommes censés être à quelques jours de déconfinement, c'est déjà un peu inquiétant. Mais je pense que si on a décidé de l'appeler comme ça, c'est parce que je pense qu'on sait que nous avons encore de bonnes semaines devant nous, mais j'espère que ce sera dans des conditions moins contraignantes. Alors, pour répondre à ta question d'une manière précise, d'ailleurs, lorsque tu as parlé de cellules de crise, cellules de communication de crise, franchement, à ma connaissance, je ne sais pas qui fait partie de cette cellule, qui la dirige, qui la conseille, je n'en sais rien. Tout ce que je peux dire personnellement, c'est que je pense que dans cette communication, globalement, il y a du bon, du moins bon et du parfois carrément mauvais. Alors, je vais commencer par le bon. Alors, c'est pas la peine de revenir sur tout ce qui a été décidé, bien fait, parce que tout le monde, je pense, a applaudi, tout le monde a félicité, tout le monde a reconnu que, en termes de décisions, et notamment de décisions stratégiques politiques, il n'y a rien à dire, on a fait ce qui se faisait de mieux, et aujourd'hui, le monde entier le reconnaît. Au niveau communication, on peut également, ça fait partie du chapitre du bon, on peut toujours dire que les décisions qui ont été prises et communiquées avant le déclenchement du processus ont été faites dans les règles de l'art. Je commencerai par exemple, je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails, mais je pourrais citer les règles d'hygiène et de sécurité nécessaires, ce qu'on appelle les gestes barrières, ne pas serrer les mains, ne pas s'embrasser, ne pas faire la bise, se laver les mains le plus de fois possible, etc. Il y a également, ça aussi il faut le reconnaître, tout le système des capsules répétitives, que ce soit au niveau de la télé et de la radio. Personnellement, je pense que ça a été relativement bien fait. Ça a été fait dans des délais très très courts et les résultats sont assez intéressants. Il y a également, et tu en as parlé Jawad, toute la partie dédommagement et indemnisation qui a été à la fois très bien conçue, très bien gérée et très bien communiquée par le ministère en charge de ce dossier qui est très gros et très lourd, en l'occurrence le ministère de l'économie et des finances. On peut dire que sur ce volet-là,
il n'y a presque rien à dire. On sentait qu'il y avait une volonté des responsables de ce département de vouloir absolument expliquer comment faire, notamment toute la partie logistique, toute la partie numérique, toute la partie, parce qu'on s'adressait quand même à des gens qui étaient peut-être instruits, mais on s'adressait également à des gens qui peut-être n'ont jamais été à l'école et à qui on apprenait les rudiments de l'utilisation du numérique. Il y a des gens qui n'ont jamais été vers un guichet automatique, jamais parlé de code, etc. Ça a été fait vraiment d'une manière assez laborieuse, mais je pense très très efficace. Alors sur ce plan-là, ça je peux dire que ça c'est la partie bonne. Le moins bon. Alors les moins bons, je commencerai à tout seigneur, tout honneur, je commencerai par ce qu'on appelle les conférences de presse quotidiennes. D'abord, il y a un problème sur le plan purement étymologique, si je peux m'exprimer ainsi. Quand on parle de conférence de presse, une conférence de presse, il faut qu'il y ait des journalistes. Et il faut que les journalistes posent des questions. Or, depuis le démarrage de ces conférences de presse, on a toujours quelqu'un qui arrive, il a écrit sur son pupitre conférence de presse, mais en fait, il est le seul à parler, et c'est toujours, il a un discours qui est chronologique, structuré. On a l'impression que c'est presque peut-être je vais être un peu dur, mais parce que ça m'énerve. Chaque soir quand je le vois, on a l'impression qu'on remplit uniquement des carrés comme ça, de cochers, voilà, et on ajoute uniquement les chiffres il n'y a que les chiffres qui changent. Alors deuxième point, qui pour moi est moins bon au niveau des performances, au niveau de la communication, c'est l'affaire des masques. Alors, et pourtant, tout a bien commencé. On a tous été agréablement surpris d'apprendre que le Maroc, qui, quelques semaines, peut-être auparavant, on n'aurait jamais imaginé qu'il allait devenir un spécialiste de la fabrication des masques. Ça a été très bien géré. C'était une surprise. Et en même temps, on était, comme j'ai dit, agréablement surpris de savoir et d'apprendre que notamment les usines de textiles, qui allaient être dans le chômage technique suite à cette pandémie, ils ont changé leur système pour pouvoir faire des masques, et avec l'enjeu et la gageure de pouvoir fabriquer des masques qui soient à très bas prix et pour tout le monde. Ce qui fait qu'il fallait une grande quantité, et en même temps essayer d'assurer un prix très intéressant. Alors justement, juste après avoir annoncé que le Maroc allait produire des millions de masques par jour, qui seront distribués partout, au niveau de tous les commerces, on décide du jour au lendemain, on décide du soir au lendemain, que le masque est obligatoire pour tous et que tout contrevenant sera poursuivi, arrêté, pénalisé, etc. Ça s'est passé, je pense que c'était un lundi soir, vers 21h, et à partir du mardi matin, normalement, tout non-porteur de masque pouvait aller en prison. D'ailleurs, le lendemain, le jour J, c'était un mardi, les gens sont sortis pour aller chercher ces masques, et ils ne les ont pas trouvés. Alors, ils ne les ont pas trouvés parce qu'ils étaient introuvables, ou est-ce qu'on les a distribués ou pas? Bon, il paraît qu'il y a eu quand même une petite distribution, mais qui est partie, et on sortait pour aller chercher ces masques, et on se rendait compte qu'en fait, qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui portait des masques, parce que simplement, il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait trouvé ces masques. Le soir même, sur 2M, je me souviens très bien, dans l'émission de Salah-Din Roumari, qui d'ailleurs fait partie un petit peu de ce qu'on peut appeler la bonne communication, il avait invité un des responsables du ministère de la Justice, qui est venu nous rappeler comme quoi maintenant les masques sont obligatoires, et qui a même annoncé, je me souviens très bien, que le jour même, ils avaient arrêté plusieurs personnes qui étaient poursuivies par la justice. Alors, c'était vraiment le monde à l'envers. On décide que les masques sont obligatoires, on annonce que les masques sont partout, pas chers,
les gens ne trouvent pas de masque, les gens sortent sans masque, et les gens étaient arrêtés parce qu'ils n'ont pas trouvé de masque, alors que, en fait, c'était le département qui s'en occupait qui n'a pas pu très bien gérer la chose. Et rappelez-vous, il a fallu pratiquement 2 semaines pour que le problème soit enfin réglé, après avoir revu toute la politique, je pense, de commercialisation, de distribution, puisque au début, on vendait, je crois, par quantité de 50 dans les grandes surfaces. Après, on décide que ce n'est pas la grande surface, mais ce serait des emballages moins volumineux. Après, c'était les épiciers. Et enfin, on est arrivé au circuit de distribution des pharmacies. Et là, je pense que le problème est réglé. Donc ça fait partie des ce qu'on peut appeler les couacs, d'une opération quand même très intéressante, d'autant plus que, rappelez-vous, cette affaire de masques allait faire du Maroc un exemple qui était reconnu au niveau mondial. On était applaudi partout, on était reconnu, il y a eu des articles de journaux, on a eu même droit à un article dans Canard enchaîné, on a eu une intervention de Mélenchon, on avait, c'est-à-dire tout pour être heureux, et là, c'est dommage, pour un problème de communication, mais en fait, c'est un problème de communication qui est dû à un problème peut-être de gestion commerciale de distribution. En tout cas, le problème de communication, personnellement, je l'ai vu dans le fait que ça fait partie aussi des règles de la communication. On annonce que ce qui existe. Et ça, c'est le b.a.-ba de la communication, et notamment dans la communication publicitaire, c'est que on dit toujours à nos clients, ne commencez vos campagnes que lorsque le produit est partout, là où il faut qu'il soit. Ce qui n'était pas le cas pour les masques. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que, notamment, il faut le citer, Moulay Hafid Al-Alami, c'est quand même un des ministres qui a le plus travaillé, qui continue de travailler, et c'est dommage. Ça fait partie un petit peu des ratés. Alors, et là, j'arrive où ce qu'on peut appeler le vraiment mauvais. Alors, normalement, je vois de parler tout à l'heure de cellules de crise, de communication de crise. Normalement, il devrait y avoir. C'est-à-dire, on a une communication qui est structurée, transparente, nous dit-on à chaque fois, parce que ça a été répété à plusieurs reprises. Et moi, à chaque fois que quelqu'un me répète, à chaque fois qu'il me dit je suis transparent, c'est là où je me pose des questions. Parce que quand on le répète souvent, ça veut dire que peut-être qu'on ne dit pas tout, mais le problème n'est pas là. Mais en tout cas, le plus mauvais de la partie communication, à mon avis, c'est la communication des ministres. Alors, je passe sur la communication du ministère d'El Moulay Hafid, qui, comme j'ai dit, il a vraiment très bien bossé et il méritait une meilleure communication. Bon, c'est pas grave, on peut fermer les yeux parce qu'il a fait quand même du bon boulot. Et je vais passer au département du ministère de la Santé, et plus précisément du ministre de la Santé, c'est mon point de vue. Hein. On m'a posé la question, je réponds. Le ministre de la Santé. Alors pour moi, ce ministre est vraiment anachronique. Et je vais expliquer pourquoi. D'abord, son département est le plus stratégique dans cette crise. Parce que c'est lui qui est chargé quand même de la pandémie, les problèmes médicaux, thérapeutiques et autres que pose cette pandémie et des solutions à trouver. Alors, d'après ce que j'ai pu constater, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement ses dossiers et qui les maîtrise très bien. Mais malheureusement, on le voit très rarement. Je pense que depuis le début de cette crise jusqu'à maintenant, moi je me rappelle l'avoir vu peut-être 2 ou 3 fois maximum. En tout cas, je me rappelle de 2 fois. Alors, Mohamed, je me permets juste de poser une petite question. Je te remercie pour ce tour d'horizon que tu as fait sur les différents aspects de la communication. Mais la question qui se pose hier, on a vu encore une fois, pour la 2e fois, peut-être pour la 3e fois, le chef du gouvernement passer à la télé. Certains disent qu'il n'a absolument rien dit. Comment peut-on, à ton avis,
peut-on expliquer cette défaillance de communication? Est-ce qu'il y a des raisons liées à la nature des rapports de pouvoir, c'est-à-dire que les ministres n'ont pas l'habitude, ou ils ont perdu l'habitude au Maroc de communiquer, de prendre la parole, etc. Et est-ce que peut-on penser au fait que cette crise est gérée à un niveau supérieur, à un niveau bien élevé que du gouvernement, c'est-à-dire ça dépasse un petit peu le gouvernement et le gouvernement suit les infos comme tout le monde, comme n'importe qui, comme moi et comme tout le monde. Comment peut-on, parce que on voit les ministres, par exemple le ministre de la Santé qui est concerné directement et il communique très rarement. La dernière fois, son intervention a duré moins de deux minutes et le chef du gouvernement qui est complètement à côté de la plaque par rapport aux objectifs de la communication, c'est-à-dire personne n'est convaincu moi personnellement, je suis pas convaincu de ce type. Et puis, même le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire tous les ministres, toutes les parties prenantes au niveau du gouvernement, ont du mal à produire une bonne communication, une communication convaincante, facile, rassurante, et surtout rassurante. Comment, à ton avis, est-ce qu'il y a un manque de formation? Est-ce qu'il y a une considération psychologique de peur? Ils ont peur de communiquer pour ne pas faire des gaffes ou pour ne pas se faire taper sur les doigts, hein, disons les choses comme ça. Hein, comment peut-on expliquer ça? J'ai compris la question, mais je voudrais quand même terminer sur le ministre de la Santé, parce que il y a une partie de la réponse dans ce que j'allais dire sur le ministre de la Santé. Je ne comprends pas pourquoi un ministre de la Santé, alors que, je répète, sous d'autres cieux, on les voit tous les jours à la télévision, à la radio pour expliquer. Pourquoi? Parce que, pour moi, le ministre de la Santé, devrait être la personne, c'est d'ailleurs la personne idoine, pour donner toutes les informations dont nous avons besoin. Tout le monde dit depuis le début que c'est un virus qui était inconnu du bataillon et que tout le monde est en train de découvrir au fur et à mesure. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire le monde médical, le monde des chercheurs, le monde des scientifiques. Nous, citoyens, nous avons besoin que quelqu'un vienne nous expliquer ce qui est en train de se faire. Rappelez-vous les chiffres, actuellement d'ailleurs, aujourd'hui, depuis quelques jours, nous avons les chiffres qui sont un petit peu en zigzag. Ils sont en train de monter, ils descendent, puis ils remontent, mais personne ne nous explique. Et ce qui maintenant, nous avons des explicateurs, entre guillemets, à travers les réseaux sociaux. Il m'est arrivé quelquefois de poster des questions un petit peu souvent de provocation, et je reçois 1001 explications des gens. Alors, mais pourquoi laisser aux néophytes de répondre à des questions alors que nous avons un ministre de la Santé qui est censé connaître les réponses? Moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a un véritable problème, notamment sur le plan médical. Rappelez-vous, le protocole qui a été le protocole thérapeutique qui est utilisé au Maroc et qu'on appelle plus ou moins le protocole du professeur Raoul, il est utilisé depuis le début. Il y a une grande polémique un peu partout dans le monde, et notamment chez nos voisins de l'Hexagone. Personne ne nous explique, parce que je suis un citoyen, j'écoute les uns et les autres. Il m'est arrivé de voir dans des émissions des médecins dire non, même moi si je tombe malade, je n'utiliserai jamais le protocole du professeur Raoult. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été testé scientifiquement. Et là, chez nous, on a l'impression que, voilà, nous l'utilisons, on n'en a rien à faire. Ça, je pense que, alors que, ils auraient pu venir nous expliquer ce qu'ils étaient en train de faire. À la limite, dire,
Nous, il n'y a pas de médicaments. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à rattraper ou c'est trop tard pour corriger la communication par rapport à la crise? Rattraper, on ne rattrape jamais. C'est toujours difficile de rattraper des gaffes et des couacs. Tu m'as posé la question tout à l'heure sur le chef de gouvernement. À mon avis, les prestations de chef de gouvernement, là je vais être très méchant, on devrait les enregistrer et les donner dans les écoles de communication pour leur montrer vraiment ce qu'on ne doit pas faire. Lorsque on annonce que le chef de gouvernement va venir présenter le plan de déconfinement et que le chef de gouvernement arrive pour nous dire qu'il n'a ni plan ni vision, qu'il a des scénarios et qu'Inch'Allah tout va bien se passer, même si le déconfinement est encore plus problématique que le confinement. Vraiment, je pense qu'il y a un véritable problème. Maintenant, quand tu dis est-ce qu'on peut corriger, ce qu'on est obligé de corriger, c'est ce qui va venir après. Maintenant, alhamdoulilah, nous sommes en train de s'en sortir avec relativement très peu de dégâts. Les chiffres, en général, on leur fait confiance, ils sont plutôt bons, et normalement, on devrait pouvoir partir sur un processus de confinement. Mais après aussi, dès maintenant, lorsque on est à 10 jours de la fin du confinement, et que nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer, nous ne savons pas comment, les personnes d'ailleurs, il suffit que vous discutiez entre vous, que vous posiez la question, personne ne sait ce qui va se passer demain. Que ce soit votre voisin cafetier, ou votre ami restaurateur, ou votre ami chef d'entreprise, personne ne sait exactement. Alors, s'ils ont l'intention de gérer la communication de la même manière qu'ils l'ont fait les derniers temps, on est mal barré. Parce que là, il faudrait le dire et le rappeler, c'est que la communication est un élément stratégique dans une crise. C'est très aussi important que le protocole thérapeutique. Parce qu'il suffit. Merci, Si Mohamed. Je suis obligé de t'interrompre. Merci pour cette excellente intervention sur la gestion de la communication et la communication de crise par rapport à l'état d'urgence sanitaire. Là, on passe au deuxième axe de ce débat, en l'occurrence l'éducation nationale, cette nouvelle façon de faire, l'enseignement à distance, quel est le regard, quelle est l'évaluation qu'on peut faire. Bon, c'est pas une évaluation définitive, mais une première évaluation de la pratique de l'enseignement à distance. Comment peut-on mesurer son efficacité? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut intégrer dans notre système d'enseignement et d'éducation dans l'avenir? Est-ce que les Marocains, l'étudiant et l'élève marocain et même les enseignants marocains sont prêts à adopter cette nouvelle façon de faire? Dans quelle mesure ça peut remplacer l'être humain en termes de qualité, en termes d'efficacité, peut-être même d'économie sur la logistique et les moyens, etc. On sait qu'il y a d'autres pays où l'enseignement à distance est la règle, surtout dans certains pays scandinaves. Hassan, toi, en tant qu'enseignant universitaire et en tant que spécialiste, tu as écrit énormément d'articles, énormément d'analyses sur la crise de l'enseignement, notamment à l'époque du débat sur la loi cadre. Et je sais que toi-même, tu exerces en ce moment l'enseignement à distance. Quel est ton regard sur cette nouvelle pratique? Premièrement, le ministère de l'Éducation nationale, disons qu'il s'est retrouvé devant une situation qui est un petit peu délicate, parce que on a un système que l'on sait malade et qui se trouve obligé de gérer une maladie. Ça, c'est vraiment parce que bon, on se retrouve devant
tous les problèmes accumulés en plusieurs décennies, on va dire, où ce système a été laissé à la traîne, et il se retrouve obligé de gérer un dispositif extrêmement exigeant et délicat. Et donc là, il est très important pour être aussi juste aussi juste que possible. Je dirais dans l'appréciation qu'on va apporter, notamment vis-à-vis des instances qui gèrent aujourd'hui le système tel qu'il est, parce que toutes les difficultés du système sont le résultat aussi d'un héritage très lourd. Donc ça, il est important de rappeler cela. Alors, pour autant, le ministère de l'Éducation nationale a été d'abord obligé d'agir par étapes. Déjà, premièrement, parce qu'il était le premier à être concerné par le confinement. Il faut se rappeler que la fermeture des écoles, collèges, lycées et universités, a démarré une semaine avant le confinement. Donc ça, c'est déjà une situation qui est assez particulière. Pas seulement au Maroc, si on prend même nos Algériens, ils ont fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté les cours aussi assez tôt. Hein. Donc ils ont agi premièrement à travers les établissements scolaires. Donc ça c'est le premier volet. Deuxième volet, très rapidement aussi, le ministère a communiqué sur ce que le chef du gouvernement hier a rappelé, que l'année ne sera pas une année blanche. Alors, et effectivement, je pense que le ministère avait raison sur ce plan-là, parce qu'on était déjà aux 2/3 du calendrier scolaire quand la pandémie s'est déclarée, et que une année blanche n'allait avoir aucune signification. Donc ça, c'est un élément qui est important à mon sens. Toute la question après, c'est qu'est-ce qu'on a fait après le confinement. Et c'est là où je fais le lien avec ce qu'a dit mon ami Si Mohamed tout à l'heure, parce que là on est dans un département particulier, c'est que le ministre de l'Éducation nationale s'est retrouvé depuis quelques semaines en même temps le porte-parole du gouvernement. Et donc, il osait être celui qui donne l'exemple en matière de communication. Alors, le premier bon signe qu'on avait, c'est que c'est le ministère qui a quasiment le premier, ou parmi les premiers qui ont communiqué. Parce que dès le 3 avril, il y a eu un bilan d'étape. Alors, un bilan d'étape sur ce qu'on peut appeler le PCA, donc le plan de continuité des activités que le ministère a mis en place. Et ce PCA que le ministère a mis en place est un PCA qui a été basé sur l'idée que, globalement, nous allons continuer nos prestations de services publics en matière d'éducation nationale et d'enseignement. Ce qui est un élément en soi qui est très positif. C'est-à-dire que l'idée, on va continuer nos cours, on va continuer notre programme académique de la manière la plus fluide possible, dans le cadre des contraintes qui sont celles du ministère et celles du système d'enseignement dans sa globalité, et parfois des contraintes socio-économiques qui sont liées à la société marocaine telle qu'elle est et aux difficultés d'un certain nombre de couches sociales telles qu'elles sont. Donc voilà, ça c'est... Alors maintenant, ce premier exercice de communication était intéressant parce que d'abord il était chiffré. Et ça, je rappelle bien, c'est un premier exercice fait le 3 avril. Et il était chiffré et il nous fait ressortir un certain nombre d'éléments qui sont, bon,
qu'on devrait pouvoir interpréter, puisque le ministère ne s'est pas donné, ne s'est pas donné le rôle d'interpréter cela. Hein. Donc parce que être dans la quantification et apporter des chiffres, c'est bien, mais se suffire à cela, ce n'est pas bien. Hein. Parce que ça, ça nous met dans une sorte de règne de la quantité, et ce règne de la quantité n'est pas très positif et serait trompeur. Alors, quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on voit? On voit premièrement l'idée qu'on nous dit, sur les 2 semaines de confinement, 3 semaines de confinement qui avaient déjà été entamées, 3000 ressources numérisées ont été mises à la disposition des élèves et des étudiants. Hein. Et puis ça s'arrête là. Comme quoi, un effort important a été fait. Et nous allons voir toute la communication est centrée sur l'effort. Hein, centrée sur l'effort, pas sur le résultat, centrée sur l'effort. Donc, 3000 ressources numérisées. Moi, je regarde comme ça, je me dis, 3000 ressources numérisées pour 250 000 enseignants. Bon, je vous laisse interpréter seul, j'allais dire, l'insignifiance du chiffre. Hein. Donc, premier point. Après, on nous dit, il y a eu la diffusion des leçons qui ont été filmées, diffusion sur 4 chaînes de télévision publiques. Et avec cette diffusion, alors hier, le chef du gouvernement nous explique que les chaînes de télé, c'est très important parce que c'est le canal qui arrive partout, y compris dans les zones rurales, et qu'à partir de là, on a utilisé les 4 chaînes et à hauteur de 56 leçons par jour. 56 leçons par jour. Alors, selon quel programme, quel agenda, quelle suite, hein, de quelle manière c'est organisé, les prestations que nous avons tous vues à la télé, certaines, j'allais dire, je ne veux pas bien sûr juger les prestations de mes confrères, parce que ce n'est pas c'est des profs remarquables et bien sûr qui ont leur valeur académique par ailleurs, mais l'exercice de la télé est un autre exercice. Hein. C'est un exercice qui ne s'improvise pas. Et donc, on a vu des prestations réalisées en difficulté. Hein, réalisées en difficulté. Par ailleurs, il n'y a pas de mesure d'audimat. Et c'est ça le principe. Le principe en communication, généralement, est l'acte pédagogique est un acte communicant. L'objectif de l'acte, ce n'est pas seulement l'émission, ce n'est pas émettre un message, mais c'est aussi vérifier que le message a bien été reçu, perçu, compris, bien intégré. Rien de tout cela, donc on n'a pas d'idée sur l'audimat concernant ces leçons filmées. On trouve aussi que depuis le 23 mars, il y a eu un service participatif intégré dans le système Massar du ministère, et pour permettre aux enseignants de communiquer directement avec leurs étudiants. Et que cela a permis de créer 400 000 classes virtuelles. 400 000 classes virtuelles. On se dit, oh, super. Mais quelques lignes après, on nous dit, pour ces 400 000 classes virtuelles, il y a eu 100 000 utilisateurs actifs. C'est-à-dire, pour 400 000 classes virtuelles, 100 000 utilisateurs actifs sur 10 millions d'élèves. 10 millions d'élèves, c'est-à-dire, on est à 1% de taux d'utilisation. En tout cas, jusqu'au 3 avril. Et laissez-moi vous dire, alors, parce que hier, c'est assez. Hier, le chef du gouvernement disait, il n'y a pas de raison, normalement ces chiffres
sont apparus le 3 avril, ils sont supposés s'être améliorés. S'être améliorés depuis. Alors, quelqu'un qui dit ça, excusez-moi le terme, c'est juste une ignorance du fonctionnement concret d'un système, et c'est un optimisme béat mal placé. C'est vraiment en essayant d'être le plus réservé possible quand je dis cela. Qu'est-ce qu'on nous dit? Excuse-moi, Hassan, en analysant, voilà, c'est juste pour poser des questions de temps à autre pour enrichir un peu le débat. Est-ce que, en analysant la situation, l'impact de la crise sur l'enseignement, quelle est la lecture qu'on peut faire sur l'impact, par exemple, l'impact de la crise actuelle sur la recherche scientifique au Maroc? On sait que de par le monde, partout dans le monde, cette crise a provoqué, il a mis en arrêt un certain nombre d'activités, mais elle a provoqué, mais d'une manière très sérieuse, pour ne pas dire très violente, la recherche scientifique. Il y a aujourd'hui une course de recherche scientifique menée par les laboratoires de recherche, que ce soit dans le secteur médical ou dans le secteur scientifique en général, pour apporter des éléments de réponse à ce Covid-19, etc. Mais peut-on dire qu'au Maroc, cette crise aura pour impact de stimuler la recherche scientifique, de pousser les décideurs à prendre de plus en plus conscience de l'importance d'avoir une véritable politique de recherche scientifique? Penses-tu qu'il va y avoir un lien ou un impact positif sur la recherche scientifique au Maroc? Alors, en même temps, excuse-moi, je demande à nos invités, ceux qui veulent poser des questions, parce que je commence à en recevoir, allez-y, n'hésitez pas, et je vais poser des questions au fur et à mesure. Je vais il est certain que le Covid-19 constitue une opportunité pour un chercheur. Je dis bien pour un chercheur, c'est-à-dire en termes de questions qu'il permet de se poser et d'interpellation pour la curiosité scientifique. C'est indéniablement une opportunité de recherche. Il faut dire aussi que le CNRSP a lancé un certain nombre de bourses, d'appels à projets, pour qu'effectivement, au niveau de la recherche scientifique, des groupes puissent se constituer pour apporter des réponses dans le domaine qui m'intéresse, à savoir les sciences de gestion, etc. Donc, on voit bien qu'il y a des laboratoires, effectivement, qui ont proposé des axes de recherche, notamment, par exemple, sur l'impact du télétravail dans les entreprises marocaines, etc. Donc, sur le plan de la recherche, effectivement, il y a des choses à faire. Nous avons vu, par exemple, le dynamisme qui a caractérisé un certain nombre de laboratoires de recherche, à la fois dans des universités publiques que des universités privées au Maroc, et c'est très bien. Je dirais, toute cette dynamique-là est une dynamique qui est positive. Comme on dit en arabe, donc ça c'est une très bonne chose. Mais pour autant que cela va pousser les décideurs politiques à prendre conscience de l'importance justement de la recherche scientifique en général et de l'importance, j'aime pas beaucoup ce terme, mais bon, du capital humain dans un pays, pour dire que c'est un facteur de production autour duquel se construit la robustesse économique et sociale de n'importe quel pays. Ça, c'est pour l'instant, il n'y a pas de signe. J'allais dire, il n'y a pas de signe pour nous dire que
si partout on écrit le monde de demain sera différent, pour l'instant, les décideurs politiques marocains n'ont pas dit que le Maroc de demain sera différent. Donc, on ne peut pas répondre clairement à cette question-là. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a véritablement cette prise de conscience? Alors maintenant, sur la question de l'année scolaire, tout ce que j'expliquais tout à l'heure montre effectivement que cette année scolaire est une année amputée, pour l'instant. La réaction du ministère, c'est ça ce qui est attendu pour l'instant. Et c'est pour ça que depuis, je pense, le 3 avril, on n'a plus de communication de la part du ministère. Vous vous rendez compte? Cela fait maintenant plus d'un mois qu'on n'a plus de communication de la part du ministère, à part ce communiqué qui est sorti le dimanche pour nous annoncer que le lendemain, le lundi, ça va être les vacances. Vous vous rendez compte? Donc, quelques heures avant le lundi, on apprend que le lundi, ça sera les vacances. Donc, à part ce volet-là, à part cet acte-là, il n'y a plus de communication depuis longtemps. La situation par rapport au baccalauréat, et pas seulement par rapport au baccalauréat, parce que moi, excusez-moi, mais je considère que les gens que nos enfants vont à l'école pour apprendre et non pour réussir des examens. C'est d'abord pour apprendre. Et l'acte d'apprentissage, cette année est amputé. Donc, on n'a pas trop de solutions. Et les solutions qui auraient vraiment un sens et qui assureraient l'égalité ou un minimum d'égalité des chances et un minimum d'égalité des citoyens face au service public, c'est d'étendre l'année scolaire. Il n'y a pas d'autre solution. C'est de dire que on va probablement avoir une année scolaire qui va devoir s'étaler jusqu'à fin juillet, par exemple, je dis n'importe quoi, une fois le déconfinement autorisé, et peut-être des examens au mois de septembre avec une rentrée qui ne sera possible qu'au mois d'octobre. Tout cela est possible, mais on ne peut pas se suffire de ce qui a été fait. Ce qui a été fait, quel que soit ce qu'on m'apporte comme chiffres, parce que tous les chiffres qui ont été produits jusqu'à présent sont, comme je vous ai dit, des chiffres concernant l'effort et non des chiffres concernant l'impact. Et moi, ce n'est pas l'effort qui m'intéresse, quoique, je le dis clairement, mes confrères, mes collègues, enseignants, tous cycles confondus, ont fait un effort considérable. Ils se sont mobilisés, bravo, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire en termes de mobilisation citoyenne, c'était extraordinaire et excellent. Mais maintenant, quel est l'impact? Est-ce que leur mobilisation pouvait se faire dans le cadre d'une structure et d'un dispositif qui permettrait que l'élève puisse en profiter et en bénéficier là où il se trouve? Là, c'est la question qui reste, non seulement qui reste posée, mais à cette question, la réponse est clairement négative. Hein. Merci Hassan. Si tu permets, parce que je reçois pas mal de questions de la part de nos invités et qui sont des questions très très pertinentes. Je peux les lire. Cette crise pourrait-elle constituer une opportunité de repenser les paradigmes qui fondent le système d'enseignement? Ça, c'est une question par rapport à l'enseignement. Et oui, je peux répondre, mais il y a d'autres questions qui concernent les politiques publiques et la communication que je vais poser. Le changement de paradigme, c'est clairement ce que l'on souhaite tous. Maintenant, la question, c'est quel paradigme va pouvoir, se substituer au paradigme actuel. Et là encore, il n'y a pas de signe. Il n'y a pas de signe. Vous savez, le problème pour l'instant, c'est que, j'allais dire, il y a eu une prise de conscience sur les limites du modèle de développement marocain bien avant la crise du Covid-19. Et donc là, on doit se souvenir
des discours royaux, de l'initiative de mettre en place une commission sur le nouveau modèle de développement, etc. Tout ça montre bien que, en tout cas, on affiche une prise de conscience des limites de la situation actuelle. Mais c'est avec les caractéristiques de la situation actuelle que nous sommes toujours en train de gérer la crise actuelle. Tout ce que la crise a montré, c'est que contrairement à ce qu'on nous a dit depuis longtemps, le Maroc dispose de marges de manœuvre beaucoup plus importantes que ce qu'on nous disait. Et rien qu'à travers les moyens financiers mobilisés avec le Covid-19 et ce qui a été fait pour couvrir les besoins des familles les plus nécessiteuses et les gens qui perdent des emplois, etc., nous avons découvert que le Maroc, je ne vais pas dire n'est pas un pays riche, que le Maroc est un pays riche, mais en tout cas le Maroc n'est pas un pays pauvre. Donc ça c'est un élément qui est un élément très important. Cette capacité à mobiliser autant de moyens financiers en très peu de temps a été définie pas parce qu'il y a une urgence objective, non, parce que politiquement on a décidé qu'il y avait urgence. Bon, merci. L'urgence n'est jamais objective. L'urgence, ça se décrète. Et donc, il a suffi que l'urgence se décrète pour qu'on trouve ces moyens qui se mobilisent. On aurait pu la décréter aussi, et on aurait pu, pour qu'on ne me dise pas que je regarde dans le rétroviseur, on peut encore dire, écoutez, l'éducation nationale est une urgence. Vous voyez ? Et ça y est, et tout change. J'ai d'autres questions et par rapport à la confiance entre les citoyens et l'État pendant cette situation, une telle confiance et des relations jadis marquées par la frustration, alors qu'aujourd'hui on constate une appréciation relativement importante vis-à-vis de l'action de l'État à l'épreuve du Covid-19. C'est une question à nos deux intervenants. Après, voilà, c'est le débat, on va dire, général. Est-ce que cela peut induire à instaurer une refonte globale des politiques et des réformes socio-économiques? Quel impact sur l'allocation des ressources, par exemple la loi de finances, hein? D'accord. Bon, je pense pas qu'on aura on va juste entamer un petit peu le débat sur l'impact économique parce que, comme nous l'avons déjà annoncé au départ, mais je pense que c'est tellement important que ça mérite un autre cercle de débat. Et puis, l'augmentation du budget du secteur de la santé constituera-t-elle une nouvelle étape de refonte du secteur dans le long terme, ou s'agit-il simplement d'une mesure temporaire propre à la situation épidémiologique? Donc, il y a une observation par rapport à la communication sectorielle qui dit la communication sectorielle est monopolisée par le politique, qui laisse souvent l'analyse de côté. C'est un problème du gouvernement. Donc, c'est la question à la fois à Mohamed et à Hassan. Voilà, je pense que c'est les questions, c'est un peu des questions que nous avons reçues jusqu'à maintenant. Et à vous la parole. En commençant déjà par la question de l'impact économique et social, et puis on revient à la question de la communication et la confiance entre l'État et les citoyens. À toi, Hassan. Alors, oui, le point soulevé par Simajidi, il me semble que c'est un point très important parce que on peut toujours se poser la question est-ce qu'on a tiré des leçons de ce qui vient d'arriver? Et c'est une question qui est légitime après chaque crise.
le fait est que, j'allais dire, bien sûr, on a des raisons d'être fiers. Pourquoi je le dis vraiment sans aucune complaisance, d'être fiers parce que tous les États dans le monde, et nous le voyons même aujourd'hui avec Trump par exemple, tous les États dans le monde n'ont pas fait le choix de la vie humaine. Et je pense que ce choix de la vie humaine est un choix à saluer. Si l'État marocain a fait le choix de la vie humaine et de la primauté de la vie humaine sur le reste, c'est un choix extraordinaire qui d'ailleurs économiquement peut se justifier. Parce que économiquement, il est très important de sauvegarder les facteurs de production. Alors, qu'il n'y ait pas de méprise par rapport à ce que je viens de dire, ça ne veut pas dire que je considère que la vie humaine c'est juste un facteur de production. Non, je dis que les facteurs de production, elle passe, et il y a une question tout à l'heure sur la question de la confiance, et ça me permet de répondre à ça. Ça passe par le fait aussi que l'interconnexion des rapports qui existent entre les citoyens et entre l'État, le système politique, etc., doit continuer à exister en se disant, cet État-là me considère moi, citoyen, comme étant, j'allais dire, comme étant l'objectif de son action. Donc, à partir de là, quand on a cela, quand on a ce sentiment-là, l'adhésion est plus forte. Et c'est cela qu'aujourd'hui, le Maroc doit profiter de ce moment-là, cette parenthèse qui a été ouverte, qui est nouvelle dans l'histoire du Maroc. Jamais le Maroc n'a considéré ses citoyens comme étant l'objet de son action. Les Marocains ont toujours été considérés pendant longtemps comme étant une contrainte par les dirigeants, et non comme étant l'objectif et la finalité même de l'action de l'État. Donc là maintenant, les Marocains, depuis maintenant quelques semaines, merci Covid-19, désolé, mais se sentent comme étant vraiment la finalité de l'action publique. Continuons à aller dans le même sens et continuons à le faire d'une manière claire, et j'allais dire dans un fonctionnement transparent. Je dis bien transparent au sens positif du terme, pas transparent en communiquant n'importe comment. Vous savez, moi je vais vous dire une chose, puisqu'on parle du volet économique et social, moi je trouve que ce qui communique aujourd'hui bien, c'est le comité de veille économique. Je ne suis pas totalement d'accord avec toutes les décisions qu'il prend. On peut toujours en discuter, notamment par rapport à la question de l'endettement. Mais globalement, le comité de veille économique fonctionne selon une logique qu'on aurait aimé voir nos politiques fonctionner de la même manière. C'est-à-dire que là, dans un espace, même si je n'aime pas ce terme, mais parce que tout est politique en réalité, mais quand je dis politique, c'est par rapport à des gens qui appartiennent à des partis politiques qui sont ministres. J'aurais aimé les voir fonctionner de cette façon-là. Mais quand on voit des ministres dits technocrates, mais je pense que rien n'est technocrate, tout le monde est politique, mais chacun fait sa politique. Ça, c'est la différence. Mais quand on voit ces gens-là fonctionner comme ça, ils fonctionnent selon un modèle de coordination et politique moderne, dans le vrai sens du terme. Clairement. Et si hier des gens avaient des questions et ils attendaient des réponses de la part du chef du gouvernement, aujourd'hui ils ont eu ces réponses grâce à la nouvelle réunion du comité de veille économique. Vous voyez que c'est ça, en tout cas, une partie des questions, tout ce qui est lié au volet économique et social. Donc voilà, si vous voulez, c'est ça aujourd'hui le vrai, l'un des sauts paradigmatiques les plus importants que le Maroc pourrait faire suite à la crise du Covid-19. Sur les éléments de lecture
sont aussi différents qu'enrichissants, autant différents qu'enrichissants, et que euh, on est, je pense, naturellement et spontanément d'accord sur le fait que ce soit pour la communication en général, euh, la communication sur la crise, que par rapport à la gestion sectorielle de cette crise par rapport à l'enseignement. Et tu as évoqué aussi la problématique de la communication sur les méthodes d'enseignement en cette période-là. On voit clairement que c'est notre grosse, on va dire, c'est notre grosse faiblesse. Et c'est pas nouveau, hein. Au Maroc, on a toujours été pas du tout, on a toujours été décevant par rapport à la communication. Et comme tu l'as si bien dit, parce que peut-être la nature même de la relation entre l'État et le citoyen n'était pas favorable à une communication de qualité. Une communication, pour moi, une communication de qualité, c'est une communication qui est basée sur, le respect de ce citoyen. On le considère comme étant la source du pouvoir, et donc il y a un autre, et du coup il y a une relation de redevabilité envers ce citoyen. On ne communique pas. La communication, c'est pas un luxe qu'on se permet. Quand on est dans les postes de décision politique et économique, quand on gère la chose publique, on doit savoir que la communication est un droit. Hein, c'est un droit que le peuple a envers ses gouvernants, et c'est un devoir du gouvernant envers le peuple. Donc, si on ne communique pas, comme le dit Edgar Morin, mais je le reprends à ma manière, il dit que pour communiquer, pour comprendre, il faut communiquer. Et pour communiquer, il faut comprendre. Hein. Je pense qu'on pourra jamais tout comprendre, hein, parce que comprendre, c'est pas tout comprendre. Mais on ne peut pas comprendre, on ne peut comprendre quoi que ce soit sans une communication qui respecte l'intelligence du citoyen et qui part du principe de la redevabilité du gouvernant envers les citoyens. J'espère que grâce, comme tu l'as dit, à ce petit virus maudit, j'espère que la relation entre le citoyen et l'État sera redéfinie, hein, redéfinie de sorte à ce que les ministres et à ce que les dirigeants des institutions publiques, même parfois des entreprises publiques, puissent considérer la communication comme étant quelque chose de stratégique. Donc, je donne la parole à Simon là aussi pour rebondir un peu sur les questions et sur cette question notamment de l'impact de la communication sur la confiance entre le citoyen et l'État. Personnellement, je ne pense pas du tout que cette crise, et quelle que soit sa résolution, je ne pense pas que ça aura un impact positif en termes de changement d'approche politique, en de changement de politique. Je ne le pense pas du tout. Je pense qu'on est dans une parenthèse. Cette parenthèse est plutôt bien gérée, plutôt bien perçue, mais on ne devrait pas se faire d'illusions. Et je donne comme preuve, c'est qu'actuellement, nous, on parle de gouvernement et tout, on parle même de coordination, et on imagine peut-être une espèce de cohérence, de gens qui travaillent ensemble, qui ont la même vision, etc. Parce que même le chef du gouvernement dit qu'il n'y a pas de vision, donc on ne peut pas s'attendre à beaucoup de choses. Alors, 2 points sur lesquels je voudrais revenir sur l'histoire des couacs. La première, qui a été la question qui a été posée d'ailleurs au chef du gouvernement hier, concernant les Marocains
qui sont toujours bloqués à l'étranger à cause de la fermeture des frontières. Alors, on imagine la détresse de ces gens-là. Jusqu'à présent, on parlait de 18 000, on a parlé de 22 000, et le dernier chiffre qui a été donné par le chef de gouvernement lui-même serait de 27 000 et quelques. Alors, savez-vous que sa réponse hier a vraiment touché tous les gens qui sont bloqués à l'étranger et les milliers aussi, de centaines de milliers de personnes, des membres de leur famille ici au Maroc, qui sont absolument outrés. On a un chef de gouvernement qui annonce tout simplement que le gouvernement suit de très près et qu'Inch'Allah, ça va peut-être s'ouvrir à l'ouverture des frontières. Rappelez-vous, il y a quelques jours, le ministre Bouletta des Affaires étrangères s'est réuni avec la commission des Affaires étrangères au Parlement et aucun communiqué n'est sorti à ce jour. Par contre, il y a eu une espèce de fuite, paraît-il officielle, qui est sortie, disons que c'est en train d'être étudié. Alors, en parlant de communication, ça fait partie des choses qui sont impardonnables et qui montrent qu'en fait qu'on a gardé les mêmes tics en définitive, qui font partie un petit peu du mépris qu'on a envers le peuple. Le troisième point, et dernier point, et qui n'est pas le moindre, c'est cette affaire du projet de loi 2220. Ça montre, alors, imaginez qu'on apprend comme quoi il y a un projet de loi qui avait comme but de réglementer la prise de parole sur les réseaux sociaux avec des sanctions, etc. Alors, depuis qu'il y a eu le holà projet, personne n'est devenu responsable de rien. On ne sait plus qui a proposé, qui est d'accord, qui n'est plus d'accord. Tout le monde se rejette la patate chaude. Et pourtant, c'est pas quelque chose de banal. Il s'agit quand même d'un projet de loi quand même qui est très dangereux et qui arrive à un moment donné où nous sommes en pleine crise de pandémie, et pire ou mieux, c'est que le Maroc a une superbe image à l'étranger et une belle perception. Et on choisit ce moment-là pour faire une bêtise comme ça. Alors, ma réponse, c'est que croire que ça va changer et que on va comme ça, du jour au lendemain, c'est comme les gens qui pensent que, parce que les gens aujourd'hui sont solidaires, qui vont devenir très gentils après. Je ne le crois pas. Je pense que c'est une parenthèse. Ça sera aux sociologues, aux psychologues, aux historiens, d'étudier tout ça. Je ne pense pas du tout qu'il y aura un changement je pense qu'on continuera encore pour un certain nombre d'années de subir un peu les conséquences d'une politique un peu qui va dans tous les sens. Voilà. Je donnerai une dernière fois la parole à nos intervenants principaux, mais cette fois-ci, il ne faut pas dépasser 1 minute juste pour conclure. À toi, Hassan. Je résumerai ce qu'il vient de dire en un seul mot, que la situation du Maroc n'est pas une fatalité, contrairement à ce qu'on a voulu longtemps nous faire croire. Il n'y a rien de fataliste dans ce que vit le Maroc, et qu'avec de la volonté politique, surtout de la volonté politique et la volonté politique, hein, je l'ai dit 3 fois. Donc les changements peuvent se faire parce que les Marocains sont prêts à la citoyenneté. Ce n'est pas une question de taux d'analphabétisme ou quoi que ce soit, etc. On l'avait vu déjà dans les rues, etc. Les Marocains sont prêts à la citoyenneté, peuvent l'assumer, peuvent la respecter. Maintenant, il faut de l'exemplarité et tout le défi des décideurs politiques, des acteurs politiques, qui ne veut pas dire les acteurs partisans, hein, les acteurs politiques, les vrais. Le défi des acteurs politiques, c'est l'exemplarité. Si on réussit l'exemplarité, eh bien, on peut justement assurer ce nouveau contrat social. Moi, je suis très optimiste, peut-être contrairement à Si Mohamed, ce qu'il a dit tout à l'heure. Moi, je suis très optimiste sur le fait qu'il est possible qu'on construise quelque chose de nouveau. Voilà.
renforcer l'idée que j'ai défendue depuis tout à l'heure, à savoir, je ne suis pas du tout sûr qu'il y ait une quelconque cellule de communication de crise, ou sinon, elle est mal dirigée, elle est mal goupillée. Alors, deux exemples. Le premier exemple, c'est celui du ministère de l'Éducation nationale qui, comme chacun sait, la communication, trop de communication tue la communication, et d'un, et de deux, la nature a horreur du vide. En l'absence d'une communication structurée permanente de la part du ministère de l'Éducation nationale, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les fake news. Et ce qu'on a remarqué ces derniers temps, c'est que le ministère de l'Éducation nationale passe son temps à sortir des communiqués de démenti. Alors, je crois que pourquoi il en est arrivé là? Parce que justement, il ne communique pas. À partir du moment où il n'explique pas aux gens, eh ben, il y a des gens qui sont là, de mauvaise foi ou malveillance et tout, qui vont communiquer à sa place. Deux, l'absence de cohérence, c'est également, hier, j'ai remarqué qu'aussitôt, après la fin de l'intervention du chef du gouvernement, qui a donné un tableau plus ou moins très optimiste de la situation médicale. Aussitôt après, nous avons le journal de la première chaîne, et l'invité, c'était, alors je l'ai noté, c'est, je crois, Abdelkrim Zian Belfqih, qui apparemment doit être le directeur d'une grande division au niveau du ministère de la Santé, et lui avait un discours absolument diamétralement opposé à celui du chef de gouvernement, en disant non c'est grave, les chiffres sont en progression, il y a de véritables problèmes, et qu'il n'est pas sûr du tout qu'on s'en sorte dans les prochains jours. Mais dans tous les cas, c'est que à partir du moment où le récepteur reçoit des messages qui sont quelquefois en contradiction, ben forcément, il se fait sa propre communication, sa propre perception. Soyons optimistes pour ne pas déranger mon ami Hassan. Je voudrais bien que tout ça aboutisse à quelque chose de positif. Du fait d'ailleurs de notre rencontre, c'est une contribution, ça veut dire qu'on y croit. Alors, on va continuer à y croire et on essaie de mettre un petit peu notre petit jalon, un petit peu, on va faire un petit peu le colibri à notre petite mesure, en essayant que tout ça, d'abord se termine bien, ça veut dire qu'on s'en sort en bonne santé, ça je crois que c'est très important, et après qu'on tire toutes les leçons pour que le pays parte, d'autant plus qu'on devrait profiter de cette excellente image que nous avons aujourd'hui à l'étranger, et on devrait en profiter pour avoir le maximum de crédit, pour avoir le maximum d'aide, pour le maximum de... Et j'espère qu'on va remonter un petit peu au classement. Et merci en tout cas à tous. Merci Si Mohamed, merci Hassan, merci l'équipe, merci nos chers invités, intervenants. Je pense que quelle que soit la réalité des chiffres, le confinement n'est pas une solution durable. Je pense qu'il va falloir qu'on ressorte, hein, il va falloir qu'on soit déconfiné un jour. Hein. Donc, je vous remercie encore une fois. Les prochains débats, je pense qu'on va rester sur la thématique du Covid, de l'impact du Covid-19 sur le plan économique et social, absolument. On n'a pas eu le temps de beaucoup en parler pendant cette période, un débat. Et merci infiniment et à très très bientôt.